Cette semaine au balado, on se prépare à l'arrivée du budget fédéral et on analyse l'état de l'économie du Québec avec Nicolas Gagnon. Et on analyse le nouveau projet de loi 94 du gouvernement du Québec avec le politologue, auteur et professeur Marc Chevrier. Tout cela et bien plus dans votre Libre Podcast. Bonjour et bienvenue au Libre Podcast, votre balado hebdomadaire entièrement consacré à l'analyse de l'actualité de la semaine Libre Média et bien plus. Je suis votre animateur Francis Denis en compagnie de Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables. Nicolas Gagnon, bonjour. Bravo. Alors, Nicolas Gagnon, bon, il y a plusieurs sujets là, économiques, puisque c'est véritablement votre domaine d'expertise, la défense des droits des contribuables à avoir les services pour lesquels ils paient partout au Canada. Mais vous êtes spécialement responsable du Québec. Alors, on va parler depuis le Québec d'abord, dans un premier temps, du fédéral, puisque Carney s'apprête, là, on pense le 4 novembre, à déposer finalement son budget qui, si on en croit les rumeurs, frôlerait 100 milliards de dollars. Alors, Nicolas Gagnon, qu'est-ce qu'on peut retenir un peu là, de cette nouvelle préliminaire? Je ne veux pas être alarmiste, mais c'est quand même assez catastrophique. On s'entend de se dire qu'on va se retrouver peut-être avec un déficit de 100 milliards. C'était pas du tout ce qui était dans les cartes, ni ce qui était promis durant les élections qu'on a eues en fait en avril dernier, il faut le rappeler. Parce qu'à ce moment-là, toutes les partis politiques ont publié leur fameux cadre budgétaire et ils ont dit, dans le cas des libéraux, ils disaient que cette année, on aura un déficit de 62 milliards et que éventuellement d'ici 2028 au niveau du budget des opérations du gouvernement, parce que bon, il y a toute cette histoire de vouloir trancher en deux le budget puis d'avoir un budget de fonctionnement puis un budget des investissements. Mais bon, ça c'est un détail là. À la fin, c'est un jeu de comptabilité, mais il n'en reste qu'ils espéraient revenir à une sorte d'équilibre d'ici 2028. Finalement, c'est plus 62 milliards, là, on parle pas loin de 100 milliards en déficit, c'est monstrueux pour plusieurs raisons. Faut le rappeler, la dette, elle augmente au fédéral à cause de ces déficits qu'on accumule à répétition. C'était le cas sous Justin Trudeau pendant pas loin de 10 ans. D'autre part, à l'exception du déficit qu'on a eu dans le temps de la pandémie, en fait, là, qui a dépassé, qui a frôlé les 200 milliards à ce moment-là, mais ça, c'était à cause de tous les programmes de dépenses qui avaient été mis de l'avant là, de manière d'urgence, donc la PCU, la subvention salariale et tous les autres types de subventions aux entreprises. Donc, ça s'expliquait à ce moment-là, mais on n'a jamais eu d'autres déficits similaires dans l'histoire du Canada. Donc, 100 milliards, on l'a pas vu. En fait, juste pour donner une idée, en 2008-2009, la plus grosse crise économique mondiale de l'histoire depuis 1929, au Canada, on l'avait bien ressenti. Pourtant, le déficit, c'était environ 55 milliards. Donc, on est encore loin de la marque de 100 milliards malgré tout. Et ce qui est à retenir aussi à ça, c'est que bon, la dette, elle a doublé au cours des dernières années. Ça nous coûte de plus en plus cher à rembourser. Présentement, le coût de la dette qu'on doit rembourser, nous, avec nos impôts et nos taxes, c'est pas loin de 54 milliards de dollars cette année, donc les intérêts de la dette. Et donc, si on rajoute un 100 milliards de plus, il faut s'attendre à ce que ça nous coûte encore plus cher. Et comme c'était pas assez, au lendemain de l'élection de Mark Carney, en fait, comme je disais au départ, on prévoyait un déficit de 62 milliards cette année. Eh bien, ça n'a pas pris de temps, en fait, à peu près le lendemain de l'élection de Mark Carney, ou du moins de son gouvernement. Ils ont reçu un appel de Fitch, qui est une agence de crédit basée à New York, qui est une agence essentiellement de notation, un peu comme Standard & Poor's, qui a décoté le Québec en mars, au printemps dernier. Et essentiellement, il disait carrément, écoutez, c'est bien beau toutes les promesses que vous avez faites, mais si vous dépensez autant, ça se peut que le Canada soit décoté. Et donc, ça veut dire que le coût d'emprunt va aussi augmenter. Et là, juste pour faire un parallèle, comme je disais, c'était 62 milliards à l'époque, puis on avait déjà peur d'être décoté. Puis là, on parle maintenant d'un déficit de 100 milliards. Donc, les chances qu'on soit décoté sont encore plus importantes qu'elles l'étaient il y a quelques temps. Et les perspectives économiques sont également pas très, très intéressantes présentement au niveau du PIB, au niveau des projections futures. Donc, on s'attend à une possible récession. Donc, on embarque tranquillement. Puis, comme je vous dis, je ne veux pas être alarmiste au départ, ni être trop catastrophique, mais à la fin, quand on voit tout ça se préparer, on réalise qu'on risque peut-être de faire face à une crise des finances publiques au Canada plus tôt que tard, en fait.
Donc, on se rappelle aussi, le Canada, ça a été, les années Trudeau ont été très dispendieuses là, pour les Canadiens. Est-ce qu'on arrive à noter une amélioration? Est-ce que vous, là, de votre regard critique, est-ce que vous avez peut-être, pour vous faire un peu l'avocat du diable, mais est-ce que vous voyez des améliorations quelque part ou est-ce que véritablement ce n'est que de l'argent perdu? Ben, c'est sûr qu'il y a quand même des annonces qui ont été faites qu'on aurait de la difficulté à condamner, notamment les investissements dans la défense nationale. Euh, Ça, c'est là où j'enlève souvent mon chapeau de la FCC, puis je mets mon chapeau de citoyen pour simplement dire que c'est une faute transpartisane, que ce soit les conservateurs ou les libéraux, d'avoir sous-financé l'armée canadienne, d'avoir prétendu que le Canada pourrait être simplement dépendant de l'OTAN ou des États-Unis pour assurer plutôt notre défense nationale et donc par extension notre souveraineté nationale. Donc c'est sûr que ça, c'est des rattrapages qui sont nécessaires dans une bonne mesure, autant d'un point de vue comment dire, où est-ce qu'on défend l'unité et la souveraineté canadienne, que de l'autre côté, qu'on prend acte de la situation géopolitique mondiale actuelle qui oblige des pays, notamment en Europe, à réinvestir massivement dans leur armée. On le voit avec l'Allemagne, notamment. C'est une première depuis la Deuxième Guerre mondiale. Donc, c'est là qu'on doit commencer à quand même avoir, à se poser des questions, à se dire, finalement, le rattrapage était effectivement dû pour tout le monde. Mais ceci étant dit, qu'on regarde l'autre côté, on entend souvent le terme investissement de la part de Mark Carney. C'est-à-dire qu'on va investir, mais la réalité, c'est qu'un investissement ou une dépense pour le gouvernement, ça revient du pareil au même. Je tiens à rappeler aux gens que Northvolt, essentiellement, c'est un investissement aux yeux du gouvernement québécois, comme celui du gouvernement fédéral, et on voit très bien ce que ça donne. En fait, le gouvernement fédéral a toujours été très porté à distribuer des subventions à droite puis à gauche. C'est pas juste le Québec qui est fort là-dedans. La preuve, c'est qu'en 2022, on a distribué aux entreprises directement ou indirectement pas loin de 12 milliards de dollars en subventions. Puis ça, c'était il y a quelques années. Puis on a fait encore plus depuis ce temps-là dans pas Northvolt, Stellantis, Volkswagen, Honda, toutes les autres composantes de la filière électrique. Donc, on a l'impression que le gouvernement canadien veut maintenir le cap vers cette stratégie-là. Ça, je pense pas que ce soit une bonne idée, surtout quand on regarde aussi l'état du marché, notamment par rapport aux véhicules électriques, dans lequel le gouvernement canadien veut continuer à aller de l'avant. Donc ça, c'est des choses qu'on pourrait clairement condamner. Là où est-ce qu'il faut quand même être assez sévère envers le gouvernement Carney? Ben, en fait, avant d'être sévère, j'ai donné quand même quelques points pour dire il y a des choses que Carney a faites qu'on doit quand même saluer en tant que contribuable. De un, il est arrivé au gouvernement, première chose qu'il a faite, c'est un recul sur la hausse de l'impôt sur le gain en capital qui avait été décrété dans le dernier budget de Justin Trudeau. Après ça, ils ont fait un recul, une suspension de la taxe carbone pour les consommateurs à travers tout le pays. C'est quand même quelque chose à féliciter. Après ça, il y a un recul sur la taxe sur les services numériques pour faciliter les négociations avec les Américains. Et puis, après ça, il y a une baisse d'impôt de 0,5 points de pourcentage sur le premier palier d'imposition qui est entré en vigueur le 1er juillet dernier. Donc, ce sont tous des choses qui méritent d'être saluées. Le seul problème, c'est que, ben oui, il faut que le gouvernement il arrête de piger dans nos poches, mais il faut aussi qu'il arrête de dépenser l'argent qu'il n'a pas. Donc, il faut qu'il fasse le ménage dans la fonction publique. Et pour l'instant, on le sent timide. Il y a des annonces comme quoi est-ce qu'ils veulent réduire les budgets des ministères de pas moins de 15 d'ici 2028-2029. Sauf que de l'autre part, ben, ils disent qu'ils veulent réduire la fonction publique par attrition. Donc, essentiellement, attendre que les gens partent à la retraite pour faire le ménage, pour couper les postes. Mais la réalité, c'est que ça va se faire beaucoup trop lentement. Et ben, c'est maintenant qu'il faut agir pour vraiment rééquilibrer les livres. Donc, il va falloir aller beaucoup plus que par attrition pour faire des véritables coupures. Puis ça, malheureusement, on n'a pas l'impression que ça a été pas mal martelé par le gouvernement de Mark Carney. Outre les coupures, il n'y a pas 50 façons de balancer un budget, d'arriver à un équilibre budgétaire, à la fois pour les familles, mais aussi pour les gouvernements. C'est bon, de un côté, diminuer les dépenses et de l'autre côté, augmenter les revenus. Sur votre site, Nicolas Gagnon, contribuable.sca, on peut aller voir, il y a une belle pétition qu'on invite à aller signer, qui parle, qui s'oppose à une éventuelle, encore là, rumeur qui voudrait que la taxe sur le gain en capital ou l'exonération de la taxe sur le gain en capital soit enlevée ou diminuée au Canada, ce qui ferait en sorte
que la résidence principale, lorsqu'on la vend, eh bien, elle serait soit imposable, soit taxable. Là. Il y a plusieurs avenues pour le gouvernement. Est-ce que c'est véritablement quelque chose, selon vous, Nicolas Gagnon, que le gouvernement envisage? Et si oui, quels seraient les effets négatifs là, sur l'économie et les contribuables et les citoyens canadiens? C'est une très bonne question parce que ça remonte à une demande d'accès à l'information qui nous avait démontré que la Société canadienne de l'hypothèque et du logement, des hypothèques et du logement, pardon, avait, donc la SCHL, avait dépensé pas loin de 250 000 pour être en mesure de faire une étude par rapport à l'application, en fait, d'une taxe sur le gain en capital qui s'appliquerait sur les propriétés ou sur le domicile principal. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, bon, nous tous, on peut payer du gain en capital selon si on a des actions à la bourse ou si on possède des parts d'une entreprise ou autre. Euh, Par contre, on ne paiera pas de gain en capital sur la valeur de notre propriété. Ça, peu importe le profit qu'on va faire dessus. Donc, la réalité, c'est que le gouvernement canadien s'intéressait à ça, surtout dans le temps de Justin Trudeau. Il y avait quand même une pression aussi de certains groupes, notamment Generation Squeeze, qui est un organisme qui milite pour une meilleure accessibilité au logement et qui se disait, ben, si on va chercher ces taxes-là ou si on va chercher une taxe sur les propriétaires qui ont largement profité du gain de valeur de leur propriété, notamment au courant des dernières années, comme on l'a vu avec la pandémie, c'est comme s'il y a eu un schisme à ce moment-là où est-ce que les propriétés ont quasiment doublé en termes de valeur. Ben là, ces organismes-là espéraient que le gouvernement va aller récupérer son dû avec une taxe sur le gain en capital de la propriété. Ceci étant dit, la raison pour laquelle on a quand même des craintes qui sont crédibles, à mon sens, c'est que Revenu Canada prend maintenant cette information. Revenu Canada s'intéresse en fait à la valeur de votre propriété et même si elle ne le calcule pas dans l'ensemble de votre déclaration d'impôt, elle va quand même chercher l'information, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc, il faut se poser toujours une question, pourquoi est-ce que le gouvernement irait chercher une information s'il n'y en a pas de besoin? Et généralement, s'il va chercher une information, c'est parce qu'il prévoit en avoir besoin éventuellement. Et c'est pour ça qu'on invite les gens, bien sûr, à rester mobilisés. C'est sûr que pour l'instant, on n'a pas l'impression que Mark Carney va aller dans cette direction-là. La preuve, c'est qu'il a reculé sur la hausse de l'impôt du gain en capital de Trudeau. Donc, ça serait quand même assez particulier qu'il l'augmente. Surtout dans le cadre d'une guerre commerciale où est-ce qu'on a de la difficulté à attirer les capitaux étrangers et où est-ce que tout ce qu'on a fait au cours des dernières années a essentiellement nuit aux investissements. Si on fait une genre de taxe comme ça va effectivement être très pénalisant là, pour l'ensemble des ménages canadiens. Par contre, il y a une rumeur qui court, ça j'espère qu'elle ne se concrétisera, qu'elle ne va pas se concrétiser non plus, c'est celle de la hausse de la TPS. Comme on sait, là, la TPS est présentement de 5 %. Il y a certaines rumeurs qui courent qui laissent entendre qu'elle pourrait être augmentée de 2 points de pourcentage, donc revenir à son seuil initial de 7 %. C'était le cas, c'était 7 %, mais sous Harper, il y a eu 2 diminutions de la taxe sur donc la TPS à 2 reprises de 1 point de pourcentage. C'est pour ça qu'on est rendu à 5 % et donc il y a des rumeurs que le gouvernement irait chercher cette taxe-là, mais ça serait la dernière des choses qu'on a besoin, encore une fois, à cause du contexte qu'on connaît, de l'état de notre économie puis l'état du portefeuille des contribuables. Augmenter une taxe ou créer une nouvelle taxe, c'est la dernière des choses qu'on a besoin présentement. Oui, TPS qu'on devrait plutôt rebaptiser, puisqu'il ne s'agit plus véritablement de la taxe sur les produits et services, mais plutôt la taxe sur les intérêts de la dette, puisque l'année dernière, je crois, l'ensemble des versements de TPS avait été utilisé pour payer ces intérêts de la dette fédérale. Et donc, on peut penser qu'avec l'augmentation de cette dette, même dette, la nouvelle TID devra suivre la proportion. En tout cas, on l'espère pas. Là. On espère que le budget sera beaucoup moins important que ce 100 milliards qui serait véritablement une catastrophe pour le Canada ne se produisent pas. C'est à suivre le 4 novembre prochain. Nous serons devant nos ordinateurs pour voir et j'imagine que vous serez présents sur place où vous aurez des gens de contribuables.ca de la Fédération canadienne des contribuables sur place dans le huis clos pour pouvoir bien analyser et nous pourrons vous recevoir durant cette même semaine pour analyser ce budget fédéral. Mais il y a une deuxième nouvelle plutôt provinciale dont vous vouliez nous parler. C'est un peu le changement de cap du gouvernement Legault et son opinion sur la taxe carbone qui est d'une part et d'autre part
petite et très gênée réingénierie de l'État, là, où est-ce qu'on pense à réduire les dépenses de fonctionnement de l'État, là, notamment avec les fonctionnaires. Alors, comment est-ce que vous voyez un peu ces deux aspects-là de ce que François Legault a affirmé récemment? Ben, ça arrive à point parce qu'on s'entend, je crois que François Legault a fini par aller sur le site Québec 125, puis il a fini par voir les projections, les différents sondages, puis réaliser que si la tendance se maintient, la CAQ est carrément éradiquée de la carte électorale. Donc, c'est bien, ça aurait été une courte aventure. Donc, 2012-2026, RIP la CAQ. Bon, je souhaite pas vraiment la disparition d'aucun parti politique. En fait, je pense qu'on est gagnant d'avoir une démocratie où est-ce qu'il y a autant de couleurs que possible pour représenter la population. Mais dans le cas de la CAQ, c'est ça. Il y a eu une perte de repères, clairement, qui a eu lieu depuis 2018. On a erré surtout à gauche, en fait. Et là, on remarque que la CAQ essaie d'aller plus à droite, peut-être pas juste sur les dossiers identitaires, mais également sur les dossiers économiques et les dossiers de finances publiques. Donc, oui, la première des choses que vous avez mentionné, c'est le fameux 180 degrés, qui est, ma foi, assez légendaire de François Legault sur la taxe carbone, parce que, bon, il faut dire que jusqu'à tout récemment, il ne l'appelait pas taxe carbone, puis il disait souvent en conférence de presse qu'il n'y avait pas de taxe carbone au Québec. Donc, déjà, il y a eu comme toute une évolution qui s'est faite. Il faut aussi rappeler que quand la taxe carbone dans le reste du Canada a été suspendue, le 1er avril dernier, il y a eu une motion qui a été votée à l'Assemblée nationale à l'unanimité. En fait, tous les partis politiques ont pris part au vote. Il y a eu quelques absents, mais tout le monde était d'accord quand même sur le principe qu'il fallait garder la bourse du carbone du Québec, qui est essentiellement la taxe carbone qui est refilée aux automobilistes québécois, aux agriculteurs et aux camionneurs. Ça, je le martèle également. Et donc, il y a eu tout un chemin qui a été fait depuis ce temps-là parce que non seulement on est resté cloîtré dans une position qui était quand même impopulaire, faut le dire. On a fait nous-mêmes des sondages, puis le Québécois a aussi fait des sondages qui corroboraient pas mal les mêmes données, qui démontraient qu'à peu près 50 à 56 des Québécois veulent la fin de la taxe carbone, puis que ceux qui sont pour la maintenir sont environ 30 à 35 des Québécois. Donc, il y a vraiment un appui fort pour éliminer ce système-là une fois pour toutes. Un système qui refile environ 8,5 cents par litre d'essence, qui coûte environ 8,5 cents par litre d'essence présentement, et qui pourrait augmenter aussi d'ici 2030 à pas loin de 23 cents par litre d'essence selon les projections du gouvernement. Parce qu'il faut comprendre qu'au Québec, c'est pas une taxe carbone qui est arrimée à un système là, donc centralisé. C'est vraiment à travers un marché de carbone entre le Québec et la Californie. Et c'est à travers les échanges des droits d'émission qui se font sur ce marché-là qu'il y a une spéculation qui se fait. Il y a aussi de moins en moins de droits qui sont émis par le gouvernement du Québec et de la Californie, ce qui force une augmentation du coût du carbone et donc du coût qui est refilé aux consommateurs. Donc, essentiellement, la taxe carbone va augmenter drastiquement d'ici 2030 dans tous les scénarios. Donc, pour l'instant, François Legault, il semble être conscient de ça. Il est conscient de son impopularité. Il est inconscient aussi qu'il maintient une politique qui n'est plus appliquée dans aucune autre province canadienne. Donc là, il commence à jongler avec ses idées. On l'a vu, il a fait un remaniement ministériel, donc il a jonglé avec ses ministres également. Et là, il a mis Bernard Drainville, que j'appelle humblement Bernard, a arrêté de m'achaler avec les GES Drainville, qui est maintenant le ministre de l'Environnement. Donc, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui espèrent avoir un genre de changement de cap à l'environnement. Et là, il a donné le mandat de trouver une solution par rapport à la taxe carbone, mais il semble surtout privilégier un système de remboursement partiel de la taxe carbone. Donc, d'envoyer des chèques aux Québécois en fonction des revenus de la taxe carbone québécoise. Ce à quoi on s'oppose, pur et simplement, parce que les Québécois ne veulent pas un remboursement partiel, ils veulent l'élimination complète du système, et donc ils ne veulent pas avoir l'équivalent de 4 cents sauvés sur chaque litre d'essence, ils veulent sauver complètement la taxe carbone et être au même niveau que les autres Canadiens là-dessus. Donc, nous, on maintient la pression. Bien sûr, on espère que d'ici le 30 septembre, donc d'ici la réouverture du Parlement de l'Assemblée nationale, on va avoir peut-être un changement de cap encore une fois, puis François Legault va être enfin positionné contre la taxe carbone à 100 mais il faut dire qu'il y a un chemin qui a été fait et il faut saluer l'exercice, mais encore une fois, c'est pas assez, puis il va falloir que François Legault se connecte à la réalité s'il veut pouvoir sauver les meubles d'ici l'année prochaine. Et selon vous, là, je ne sais pas si vous avez fait tous les calculs, mais une baisse ou, disons, le fait d'enlever complètement la taxe carbone, ça aurait une incidence sur, oui, le prix à la pompe, bien sûr, mais est-ce que ça aurait une incidence sur l'ensemble des biens de consommation? J'imagine, bon, le transport par camion doit être, va se réduire et tout ça. Pensez-vous qu'on voit disons, un impact direct
à moyen terme si on enlevait cette fameuse taxe? Oui, à court terme, déjà, on va le sentir sur chaque litre d'essence qu'on met dans notre véhicule. Ça peut être un impact d'environ 8,5 cents. Quand on calcule aussi l'impact de la taxe sur la taxe, parce qu'au Québec, on a essentiellement les taxes sur les produits et services qui s'appliquent, ou plutôt la taxe de vente du Québec qui s'applique sur les autres taxes qu'on paye sur chaque litre d'essence, et ça inclut là-dedans la taxe carbone. Si jamais vous avez, par exemple, un foyer au gaz à la maison, d'une quelconque manière, vous allez voir la mention SPED apparaître sur votre facture. SPED, c'est Système de plafonnement et échange des droits des émissions. C'est le petit nom ou l'acronyme pour la taxe carbone du Québec. Et après ça, vous allez voir les taxes s'appliquer sur la taxe. Donc, on peut s'attendre à ce que ça, au final, c'est la même chose quand on va dans les stations de service. Ça devrait être environ 10 cents qu'on sauve du jour au lendemain. Donc, ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant. C'est sûr que, bon, présentement, quand on fait le calcul, pour un seul véhicule, si on fait le plein, par exemple, d'une minivan à chaque semaine, ça revient à environ 250, 260 $ par année en taxe carbone. Donc, ce sera ça de sauver. Et si vous avez 2 véhicules à la maison, ben, c'est 2 fois ce montant-là qui est sauvé. Donc, c'est encore mieux. Maintenant, au-delà de tout ça, il y a l'impact de la taxe carbone qui se fait ressentir chez les agriculteurs. L'UPA avait révélé il n'y a pas longtemps qu'un agriculteur pouvait payer jusqu'à 25 000 $ par année uniquement en taxe sur le carbone, puisqu'ils utilisent beaucoup de propane et de diesel. Et ça, ben, il y a une taxe, la taxe carbone s'applique sur à peu près tous les carburants et ça affecte les agriculteurs. Donc, imaginez le poids qu'il leur est refilé. Oui, ils ont droit à des crédits d'impôt qui compensent en partie ce qu'ils payent en taxe carbone, mais c'est pas le montant complet. Ils sont plus pénalisés qu'encouragés. Et après ça, quand vous allez voir les camionneurs, ben, on a même un phénomène présentement au Québec où est-ce que les camionneurs préfèrent faire le plein en Ontario ou au Nouveau-Brunswick plutôt que de le faire au Québec. Ils vont faire des kilomètres s'il le faut, considérant qu'ils ont quand même des tanks qui sont des réservoirs d'essence qui sont assez importants. L'économie est encore plus importante de leur côté. Et le prix de la taxe carbone est encore plus importante également sur le diesel. Donc, ils ont tout intérêt à ne pas faire le plein au Québec. Puis ça, ben, ça affecte aussi nos entreprises. Donc, si du jour au lendemain, on se débarrasse de la taxe carbone, on pourrait s'attendre à un ajustement qui va se faire ressentir graduellement. Donc, d'une part, ça va être assez automatique pour ce qui est refilé aux automobilistes, mais dans l'ensemble des composantes de l'économie, des chaînes d'approvisionnement, ça va se faire ressentir graduellement. Il faut dire aussi une chose, présentement, le Québec est la province où est-ce que l'inflation se fait ressentir le plus, où est-ce que l'inflation est la plus élevée à travers tout le pays. Et pas mal tous les experts s'entendent pour dire que la taxe carbone qui est refilée au Québec, qui n'est plus refilée ailleurs, est en bonne partie, peut-être pas uniquement, mais est en bonne partie responsable de ce phénomène-là. Donc, il y aurait un alignement de planète qui pourrait être bénéfique pour notre économie. Puis on tient à le rappeler, on est quand même dans un environnement très compétitif avec une guerre commerciale présentement. Il faut donc retirer le maximum de paperasse, de réglementation et de taxes qui empêchent nos entreprises et nos particuliers de pleinement s'épanouir puis de prospérer. Et donc, commencer par la taxe carbone, ce serait un bon début, mais il y a aussi tout le reste auquel le gouvernement québécois de François Legault doit s'attaquer. Notamment, vous avez mentionné rapidement la question de réduire, de faire la réingénierie de l'État. Apparemment, il y a la rumeur qui court qui veut couper pas loin de 2000 fonctionnaires. Ben, c'est pas une rumeur, en fait, c'est véritablement, ça a été décrété par François Legault qui veulent réduire de 2000 le nombre de fonctionnaires d'ici l'année prochaine. Sauf que, bon, ça ne sera pas suffisant. Il faut rappeler que la machine a quand même grossi pas à peu près au courant des 8 dernières années. Donc, 2000, c'est bien beau, mais qu'on a rajouté pas loin de 12 000 fonctionnaires dans les ministères et pas loin de 104 000 dans le milieu parapublic, ben, il va falloir quand même se dire que 2000, c'est trop peu. Trop peu et peut-être trop tard aussi, là, selon vous, c'est véritablement des enjeux électoraux, là, c'est électoraliste un peu tout ce discours, ces mesures, ou est-ce que finalement vous faites pas de procès d'intention là, et vous y allez pour il a finalement compris que ça faisait mal aux citoyens que ces taxes et cette surréglementation? Ben, en fait, j'imagine, je donne le bénéfice du doute, je crois qu'il y a quand même une réalisation de la part de la CAQ qui réalise que, ouais, bon, peut-être qu'on aurait dû être un peu plus sérieux, on aurait dû faire attention. Le fait qu'ils ont fait un remaniement ministériel récemment, puis qu'ils ont tassé Sonia Lebel pour mettre France-Hélène Duranceau à la place pour vraiment, elle est vraiment déjà sur le dossier à demander la pleine coopération, la pleine collaboration des autres ministères dans le but d'effectivement réduire la taille de la machine. Donc, je leur donne le bénéfice du doute, sauf que bon, il y a une chose que j'ai souvent répétée sur plusieurs tribunes, c'est que j'ai toujours dit qu'un gouvernement, en général, ne va pas faire le ménage durant une année électorale. Il va souvent faire ça au début, puis après ça, de manière stratégique, distribuer des nananes électoraux
à quelques mois des élections, comme des chèques de 500 $ ou des baisses d'impôts, ce genre de choses-là qui arrivent juste à temps avant que les gens se rendent aux urnes et aient oublié les quelques scandales qui ont précédé les élections. C'est généralement le meilleur calcul à faire quand on est un minimum machiavélique. Mais là, dans le cas de François Legault, lui, il s'en va s'attaquer directement aux syndicats. Notamment s'attaquer, c'est-à-dire ils vont parler bientôt là, du financement des syndicats à travers donc les cotisations qui devraient être rendues non obligatoires. Ils veulent réduire la taille de la fonction publique, donc encore une fois, ils vont devoir se confronter aux syndicats de la fonction publique pour faire le ménage, peu importe à quel point ils vont le faire et à quel point ils sont sérieux pour le faire. Ils vont devoir s'y confronter. Donc, ce sont toutes des choses qui risquent d'être relativement impopulaires dans la mesure où est-ce qu'ils vont avoir un combat sur deux fronts à mener, d'une part contre les partis de l'opposition et d'une part contre les groupes de l'opposition dans la fonction publique québécoise. Donc, j'ai hâte de voir s'il va effectivement aller jusqu'au bout, sachant très bien que ça risque d'être l'équivalent de traîner une croix jusqu'au Mont-Calvaire. Ça va pas être beau à voir, en fait, le spectacle rendu là. Par contre, c'est un ménage qui est nécessaire, même que François Legault, en 2018, disait lui-même qu'il allait réduire la fonction publique de 5000 postes. Donc, nous, on se pose quand même la question comment ça se fait que Legault s'est égaré en 2018 puis 2025 pour revenir à ses positions d'antan. Trop peu, trop tard, parce qu'il faut rappeler que les finances publiques du Québec sont profondément dans le rouge. Puis on a déjà eu une décote de notre côté, puis je m'attends pas à ce que le budget du Québec en mars prochain va être plus dans le vert. Là. Je m'attends à ce que ce soit à peu près aussi déficitaire à cause du contexte économique, à cause de la guerre commerciale. Généralement, c'est les deux meilleurs arguments qu'on peut ramener de l'avant pour expliquer pourquoi est-ce qu'on reste dans le rouge présentement. Il y a un ralentissement de l'économie et ce ralentissement-là, il va continuer à avoir lieu tant aussi longtemps que le gouvernement continue de mettre des bâtons dans les roues. Donc, François Legault, c'est pas mal peinturé dans le mur, dans le sens qu'il n'a pas le choix de nettoyer le gâchis qu'il a accumulé au cours des dernières années, rétrécir la taille de l'État qu'il a lui-même grossi au cours des dernières années et retirer des taxes et des impôts qu'il aura refusé de faire au cours des dernières années. Donc, c'est comme s'il essayait de se rattraper en une seule année tout ce qu'il n'a pas fait, tout ce qu'il a mal fait dans les 7 dernières. Donc, c'est là que je me permets de douter à savoir ce qu'on va y arriver. Par contre, tout ça est plus que nécessaire, puis ça aurait dû être fait il y a très longtemps. Alors, Nicolas Gagnon, ça, c'est un peu ce qui est devant nous. Là. Donc, durant les prochaines semaines, qu'est-ce qui va être sur votre radar? Oui, exact. Donc, on va avoir beaucoup de matériel. On a, comme on en parlait plus tôt, on a le fameux budget au fédéral qui s'en vient le 4 novembre. Ça va brasser pas mal. On s'attend aussi à une mise à jour économique du gouvernement du Québec qui devrait arriver également en novembre. Ça aussi, je m'attends à ce que ça brasse pas mal. Il y a les élections municipales qui arrivent en novembre. Il y a aussi en fait, un paquet d'événements qu'on espère tenir aussi, là, donc peut-être des conférences au mois de novembre. On va faire des annonces sous peu en ce sens. Donc, bref, le mois de novembre va être particulièrement chaud cette année. Puis, on a aussi plusieurs autres dossiers qu'on couvre en parallèle qui vont intéresser beaucoup les gens parce qu'on a hâte de voir le développement, notamment l'interdiction fédérale des voitures à essence et au diesel pour 2035. Il y a une suspension de la politique fédérale présentement, une consultation qui a lieu jusqu'au 4 novembre, encore une fois. Donc, là-dessus, on espère faire pression sur le gouvernement fédéral pour un abandon complet de cette politique-là qui pourrait être très dommageable, surtout dans le contexte dans lequel on est, puis considérant le coût et l'implication que ça représente là, pour les familles, pour les contribuables, de ne pas pouvoir choisir le véhicule qui leur convient, de ne pas avoir les moyens d'acheter les véhicules qui seront disponibles rendus là et de devoir aussi payer le coût en termes de finances publiques de cette transition-là qui pourrait être échelonnée sur plusieurs centaines de milliards au cours des prochaines années. Donc, on va maintenir la pression là-dessus, mais sinon, c'est sûr et certain qu'on va vous informer, comme c'est généralement le cas à travers nos infolettes et info-actions de tous les nouveaux développements et nouvelles campagnes qu'on va lancer. Mais une chose est sûre, on a un bel automne qui s'en vient, puis il va être beaucoup plus chaud que ce qu'on espérait. Alors, Nicolas Gagnon, directeur pour le Québec de la Fédération canadienne des contribuables. On invite bien évidemment nos auditeurs à aller visiter votre site web au contribuable.s.ca et éventuellement lire les différents articles que vous publiez, vous, Nicolas Gagnon, souvent sur Libre Média ou libre-media.com. Alors, bonne suite pour ce qui s'en vient. Un agenda bien rempli pour vous et ce sera un plaisir de vous recevoir dans le mois prochain pour parler un peu de toutes ces nouvelles et de ce qui est sous votre radar. Alors, Nicolas Gagnon, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci pour l'invitation et à très bientôt.
Et pour cette deuxième partie du balado, se joint à nous le politologue, auteur et professeur de sciences politiques dans le réseau des universités du Québec, Marc Chevrier. Bonjour. Bonjour. Marc Chevrier, c'est une joie de vous recevoir puisque vous avez publié de nombreux articles, notamment sur Libre Média. Je note Le Québec se fourvoie-t-il en matière de nomination des juges, point d'interrogation, que vous avez publié au libre-media.com. Et aujourd'hui, on est réunis pour parler de la question de la laïcité, cette question et des différentes traductions juridiques là, qu'elle va éventuellement avoir au Québec. Et le Parlement du Québec va notamment se pencher là-dessus au moment de la reprise des travaux parlementaires. Mais parlez-nous d'abord, dans cet article que vous avez publié dans l'Agora, intitulé « La nouvelle charte des valeurs de M. Drainville », vous dressez un portrait de ce projet de loi 94 qui va éventuellement peut-être devenir loi, puisque les travaux en commission parlementaire se sont déjà déroulés. Dans cet article, vous en faites vous explicitez un peu le contenu, les différentes terminologie qui est employée. Pouvez-vous d'abord nous présenter qu'est-ce que c'est que ce projet de loi 94? Écoutez, ce projet de loi de 94, c'est un projet de loi qui a été déposé en mars dernier par le ministre de l'Éducation de l'époque, Bernard Drainville, qui aujourd'hui est affecté à l'environnement depuis le dernier remaniement fait par François Legault. Donc, quand il était ministre de l'Éducation, Bernard Drainville a voulu, répondre aux inquiétudes qui s'étaient manifestées au Québec à la suite d'événements survenus, notamment l'école Bedford. Événements, dois-je rappeler, où on avait déploré une forme d'emprise religieuse qui s'était manifestée dans cette école. On avait observé, par exemple, que le programme n'était plus appliqué, qu'il y avait toutes sortes de dérogations, d'exceptions, justifiées par des raisons d'ordre religieux. Et à la suite de ces révélations, il y a une enquête qui s'est faite dans le système scolaire québécois. Des fonctionnaires ont remis un rapport et qui a montré qu'il y avait des raisons de penser que le phénomène était plus étendu que strictement le cas de l'école Bedford. Donc, à la suite de ces événements, de ce rapport, le ministre a voulu montrer qu'il répondait aux inquiétudes de la population à cet égard et qu'il allait renforcer donc la laïcité dans le réseau scolaire public québécois. Et ce réseau est régi par une loi qui s'appelle la loi sur l'instruction publique. C'est la loi la plus importante en ce qui touche notre réseau scolaire public. C'est une loi qui l'organise, qui lui en détail toutes les institutions, les principes, les procédures. C'est une loi assez complexe dont la lecture est, avouons-le, un peu ardue, mais c'est une loi fondamentale. Donc, le ministre a déposé un projet de loi pour renforcer donc le respect de la laïcité dans le réseau scolaire québécois. Et cette loi-là a été étudiée à l'Assemblée nationale. Et donc, dans votre texte, vous dites justement, Marc Chevrier, que ce nouveau projet de loi qui deviendra éventuellement loi 94 est fortement inspiré de la Charte des valeurs du même Bernard Drainville qui avait été, on se rappelle, mis de côté à cause de la tenue d'élection du gouvernement Pauline Marois qui finalement n'avait pas été élu. Et bon, il y a la suite des événements. Mais parlez-nous, en quoi ce nouveau projet de loi est-il et cette nouvelle insertion dans la loi sur l'instruction publique qui va éventuellement arriver, en quoi est-elle inspirée par la Charte des valeurs? Mais écoutez, justement, revenons un peu sur la Charte des valeurs. La Charte des valeurs, un peu, une loi qui a préparé le débat sur la loi sur la laïcité de l'État. Celle-ci étant adoptée, comme vous le savez, en 2019. Et mais lorsque le Parti québécois était au pouvoir, c'était un gouvernement minoritaire à l'époque, Bernard Drainville avait tenté déjà, à la suite donc de la crise des accommodements dits raisonnables,
avait tenté donc d'encadrer cette question et d'introduire notamment la notion de laïcité à travers un projet de loi. Projet de loi qui, à l'époque, avait un titre, ma foi, très compliqué. Et très vite, on a simplifié son titre et on l'appelait la Charte des valeurs, qui était finalement renvoyé au langage que disait le ministre à l'époque. Il insistait beaucoup sur les valeurs québécoises, valeurs dont la laïcité devant être, introduite dans nos institutions publiques. Alors, le projet de loi à l'époque avait été déposé en 2013. Il est mort au feuilleton parce qu'à l'époque, le gouvernement du Parti québécois, dirigé par Pauline Marois, a décidé d'élections anticipées. Et comme vous le savez, ils n'ont pas été réélus. Donc, ce projet de loi a été oublié. Alors, pourquoi, à mon avis, on fait affaire encore aujourd'hui à une espèce de charte des valeurs? C'est parce qu'en fait, le projet de loi de 94, c'est-à-dire ce projet de loi qui a été déposé en mars dernier, il reprend finalement fondamentalement le langage initial, avec bien sûr des différences. C'est-à-dire qu'on veut affirmer les valeurs québécoises, dont la laïcité, et le projet de loi 94 prévoit un ensemble de mesures, parfois très, très, très précises, pour faire en sorte que ces valeurs prédominent dans les programmes, dans le fonctionnement des écoles, dans les institutions scolaires et même au-delà. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le mot valeur est devenu une espèce de mot passe-partout, un mot servi à toutes les sauces, à tel point que le projet de loi 94, de craindre sans doute qu'on interprète mal la loi, ce projet de loi 94 introduit dans la loi sur l'instruction publique le mot valeur environ une vingtaine de fois, là, comme si on craignait que les lecteurs de la loi ne la comprennent pas. Parce que justement, dans la loi, par exemple, 21 sur la laïcité de l'État, on parle de principes formels. Donc, il y a une différence. Pouvez-vous nous distinguer un peu ces termes? Oui, mais c'est justement formels de l'État et valeurs, etc. Et vous soulevez un point important que j'ai traité effectivement dans mon texte. C'est un point qui peut soulever, mais je ne suis pas le seul à le faire. Je ne suis pas le seul. C'est-à-dire que si vous lisez attentivement la loi 21, la loi donc sur la laïcité de l'État, quel est le langage, quel est le concept précis que nous utilisons pour décrire la laïcité? Eh bien, on dit que la laïcité est constituée de principes. Et quand on lit la loi, on comprend qu'on entend par principe une règle d'action qui régit les institutions de l'État. Alors, je peux vous donner un exemple, vous allez très vite comprendre. Quand on parle, par exemple, de la séparation des pouvoirs ou de l'indépendance de la magistrature, on peut dire que c'est des principes de l'État, comme la primauté du droit. C'est un grand principe. Alors ça, c'est quand même, on peut dire oui. Et la suprématie de Dieu, on pourrait dire ça aussi pour c'est-à-dire dans le cas du Canada, c'est quand même affirmé dans la phrase liminaire qui précède la Charte canadienne des droits et libertés. Mais si on revient à la laïcité québécoise, et si on regarde ailleurs dans le monde, oui, effectivement, ce n'est pas une grande surprise qu'on retienne la laïcité ou un principe équivalent, comme principe organisateur de l'État. Voilà. Cependant, quand on regarde le langage utilisé par les responsables politiques, les ministres par exemple, on s'aperçoit qu'il y a un flottement, c'est-à-dire qu'ils présentent la laïcité tantôt comme un principe ou tantôt comme une valeur. Alors, mais qu'est-ce que veut dire alors le mot valeur? Alors, c'est un mot qu'on utilise beaucoup aujourd'hui. On insiste beaucoup sur le fait que nous avons des valeurs, mais c'est un terme, en fait, qui est assez polysémique. Et je sais, par exemple, dans mon texte, une définition qui vient du dictionnaire de l'Académie française. Valeur veut dire une idée, un principe sur lequel se fonde une personne, un groupe pour régler leur conduite, leur action. Donc, c'est très large et ça peut vouloir dire finalement qu'une valeur, c'est une règle d'éthique qui gouverne la vie privée, qui gouverne la vie d'un individu, d'une famille, d'une association, d'un corps en dehors de l'État. Et en fait, le mot valeur, souvent il est employé indifféremment
pour la société civile, les individus dans leur vie éthique, que pour, par exemple, l'État. Alors, la question qui se pose, c'est de savoir, est-ce qu'au Québec, la laïcité telle qu'elle est protégée dans la loi 21 veut dire strictement un principe ou est-ce que c'est une valeur? Et si c'est une valeur, ben là, évidemment, ça va au-delà de la sphère de l'État. Et c'est quelque chose qui peut gouverner les individus, les familles, les communautés dans la société civile. Selon vous, est-ce que cette confusion des mots, c'est volontaire ou est-ce qu'on comprend exactement de la manière dont que vous venez de le présenter et donc ce qu'on veut, c'est vraiment véritablement avoir des instruments juridiques pour aller jouer, entre guillemets, dans les consciences, ou est-ce que c'est simplement une confusion des termes due à une inexpérience et une incompréhension disons, de la complexité du phénomène religieux? Ben écoutez, j'ai l'impression qu'il y a peut-être, oui, un peu de confusion. Par exemple, j'ai constaté qu'en France, il y a des juristes qui ont observé cette confusion, même pour décrire la manière dont on parle de la laïcité en France. Donc, et ils constataient que effectivement, la distinction n'était pas toujours faite et que le législateur français et même les tribunaux avaient de plus en plus tendance à voir la laïcité non plus comme un principe, mais comme une valeur qui régit par-delà l'État, la société. Je me suis aperçu qu'un collègue à l'UQAM, en sciences de la religion, avait observé le même phénomène émerger au Québec. Donc, je ne dis pas que c'est un mal en soi, sauf que j'observe quand même qu'il y a une certaine confusion qui fait en sorte finalement, on ne sait pas exactement jusqu'où on peut aller avec la laïcité sans savoir exactement ce qu'elle implique et est-ce qu'elle n'a pas elle-même ses propres limites. Alors justement, le fait que la distinction ne soit pas faite laisse beaucoup de questions pendantes. Cependant, si la loi 21 peut donner l'impression que la laïcité est un principe, la loi 94, si elle était adoptée, dirait clairement que c'est dorénavant une valeur. C'est une valeur démocratique québécoise. Donc, finalement, ça étend l'application de la laïcité, finalement, au-delà de strict, disons, mécanique interne à l'État. Ça s'applique même à la société civile à ce moment-là. Pouvez-vous nous donner des exemples où est-ce que, justement, il y aurait un changement là, à ce niveau-là, où est-ce que la laïcité déborderait de la stricte mécanique de l'État québécois? Ben, écoutez, quand on lit le projet de loi de 94, bon, il insiste, comme je l'ai dit, il se répète même, il dit à plusieurs reprises que les valeurs démocratiques et les valeurs québécoises doivent être enseignées aux élèves, doivent être incorporées dans les codes d'éthique que les comités d'établissement ou les sessions scolaires adoptent ou les centres de services scolaires. Donc, c'est une idée qui doit être répercutée dans toutes les unités organisationnelles de l'école publique québécoise. Et ensuite, on veut, faire en sorte que cette valeur laïcité informe les comportements, pas seulement des élèves, mais de tout le personnel, et même tous les contractuels, même les gens qui ne font que rendre des services aussi banals que la cafétéria ou le transport scolaire. Donc, il y a une volonté de faire en sorte que cette valeur laïcité soit, présente partout. Et cette valeur laïcité, par ailleurs, va de pair avec certaines dispositions qui veulent s'assurer qu'en aucune manière des motifs religieux influencent le comportement des acteurs scolaires. Et donc finalement, peut-être une personne qui aurait ni
Donc, si on le prend à la lettre, là, ce que vous venez de dire, une personne qui aurait ni signe religieux, ni parlerait pas dans les cours explicitement de religion, la simple fait d'être motivé intérieurement par des motifs religieux serait, entre guillemets, une infraction à la loi et à la valeur de la laïcité, finalement. Oui, par exemple, il y a le projet de loi comporte un article précis qui dit que qu'il est défendu à quiconque d'influencer ou de tenter d'influencer par conviction ou croyance religieuse l'exercice d'un pouvoir ou d'une fonction du réseau scolaire ou l'accomplissement d'un devoir prescrit par la loi sur l'instruction publique. Je constate que cette interdiction ne va pas avec des sanctions pénales. Donc, je constate que dans certains cas, la loi veut interdire des choses, mais on ne connaît pas les conséquences de l'interdiction. Mais quand on y pense, comment savoir si quelqu'un, en exerçant un rôle public, agit par conviction ou croyance religieuse? Je soulève un cas. Si quelqu'un, par exemple, estime qu'il est du devoir, de par sa religion, d'exercer un mandat scolaire avec intégrité, compétence, parce que, il y voit là une obligation pas seulement civile, mais une obligation religieuse. En fait, c'est une question qui relève de l'individu. On se demande, mais comment la loi, ou comment on peut appliquer une loi qui interdirait finalement à quelqu'un d'agir sur le coup de conviction, de croyance religieuse, si un tel fait n'empiète pas sur l'exercice de ses fonctions. Ça devient un peu extrême au sens où on dépasse vraiment l'État ou disons, le politicien dans ce cas-ci dépasse vraiment même ses propres capacités, disons, intellectuelles. L'État ne peut pas être omniscient, il ne peut pas lire les consciences individuelles. Donc, comment est-ce qu'on peut arriver à la fin à des textes de loi qui relèvent plus du fantasme et de l'imagination que de véritablement la capacité d'agir d'un gouvernement ou d'un politicien ou d'un juriste, là? Oui, effectivement. Et les gens qui étudient le droit ou qui s'intéressent à la philosophie du droit savent en général que la loi humaine, la loi positive, elle peut être toute puissante, mais elle comporte aussi des limites. Et une des limites, c'est que justement, la loi régit nos comportements extérieurs, mais elle n'entre pas dans l'intimité de nos consciences. Alors, parce que c'est plus simplement impossible. C'est impossible, à moins de... Physiquement, il faudrait ouvrir les cerveaux des gens pour voir les motivations avec un scalpel rendu là. C'est impossible, mais comment dire, on peut toujours créer des présomptions, mais c'est des présomptions qui peuvent devenir dangereuses pour les libertés. Et par ailleurs, c'est inefficace. Alors, on peut comprendre que les législateurs ne veulent pas que, par exemple, un administrateur scolaire invoque officiellement un motif religieux pour rendre une décision ou prendre une décision. Bon, ça, on peut le comprendre, parce qu'évidemment, si on invoque un motif religieux, on doit extérioriser sa décision. Bon, ça, on peut le comprendre. Mais dire que on doit agir en tout temps hors de toute croyance ou influence religieuse, comment le savoir? Donc, et par ailleurs, le projet de loi 94, il introduit plusieurs de ces dispositions qui peuvent paraître strictes et qui sont, comme je l'ai dit, répétitives. Le projet de loi 94 ne touche pas un article, qui est l'article 37 de la loi sur l'instruction publique, qui prévoit que le projet éducatif de l'école, donc conseil d'établissement d'une école établit un projet éducatif, ce projet éducatif doit respecter la liberté de conscience et de religion des élèves, des parents et des membres du personnel de l'école. Alors, comment est-ce qu'on peut concilier cet article qui n'a pas été enlevé, il demeure dans la loi, il était déjà dans la loi, comment on peut concilier donc
cette liberté religieuse qui finalement peut être exercée autant par les élèves que par les parents ou les membres du personnel. Comment peut-on concilier ces libertés affirmées dans la loi avec cette autre volonté affirmée dans le projet de loi 94, finalement de rendre inexistant le fait religieux, y compris dans le comportement et les consciences. Alors, en fait, je me pose une question, c'est-à-dire que si le projet de loi était adopté, on aurait quand même à, interpréter les textes les uns avec les autres, les articles avec les uns avec les autres, mais on aurait quand même un beau casse-tête à résoudre. Et peut-être que, est-ce que selon vous, cette contradiction inhérente là, ce flou qui est là dans la loi, est-ce que ça peut être, du point de vue du législateur, une façon de prévoir un peu toutes les possibilités pour donner tous les instruments si jamais il y a un dérapage comme ce qui est l'exemple de l'école que vous avez donné là, au début de cet entretien? Est-ce que ça peut être vu comme ça? Disons, les contradictions et les différentes complexités sont prévues afin de permettre au législateur d'appliquer, d'être le plus efficace possible et de lui donner le plus d'instruments juridiques là, pour éventuellement sévir? C'est-à-dire qu'il essaie de se donner des instruments juridiques pour sévir, comme vous dites. Oui, on le constate, mais est-ce qu'ils seront efficaces? C'est une question qu'on peut se poser. Puis ensuite, il y a l'efficacité de la parole du législateur lui-même. On a plutôt l'impression que le projet de 94 a été écrit par un législateur qui doute de sa capacité d'énoncer du droit. Quand on écrit des lois, généralement, quand on affirme un grand principe, on ne le répète pas 20 fois. On le dit une fois ou deux, puis voilà. Ensuite, les juristes font les déductions, mais on ne répète pas une vingtaine de fois un grand principe. On peut répéter certaines mesures si ça a une utilité dans le langage de la loi, mais je suis quand même frappé du fait que on est en présence d'une loi qui, utilise une surabondance de certains concepts, mais ça n'ajoute pas pour autant la clarté de la lecture du texte. Non, ça a plutôt ça peut avoir l'effet de diluer la valeur du principe lui-même que de le fait de le répéter 50 fois, là, c'est ça? Est-ce que c'est selon vous, c'est ça pourrait être dû au déclin de la capacité des juristes d'aujourd'hui d'avoir une mentalité véritablement juridique? Est-ce que ça serait un peu la culture de la répétition du marketing qui aurait infecté même? Oui, mais vous savez, l'ironie aussi, c'est qu'au Québec, on se vante d'avoir un système dit de droit civil influencé par le Code Napoléon de France et la grande tradition civiliste européenne. Bon, mais justement, ce qui démarque, on pourrait dire, la loi dans la tradition civiliste, c'est que la loi, elle est économe de mots. Alors que justement, dans le monde anglo-saxon, les lois sont très verbeuses. Parce qu'on a tellement peur de ne pas prévoir toutes les exceptions qu'on multiplie tous les cas exceptionnels avec toutes sortes de règles précises. Alors que dans la tradition civiliste, on préfère une loi économe de mots. Et on fait confiance au juge. Et ensuite, on fait confiance au raisonnement du juriste, ça inclut le juge ou l'avocat ou même le simple citoyen. Évidemment, dans certains cas, il faut des clarifications, c'est pour ça qu'il y a des tribunaux. Mais en fait, on a comme l'impression que on n'est plus dans la tradition civiliste quand on lit ce projet de loi. C'est ça, bon, c'est peut-être pas un aspect qui est très discuté, mais ça me frappe. Peut-être l'influence du Canada anglais, peut-être, là, c'est toujours avoir ces deux traditions-là qui se parlent et on a l'impression que c'est plus peut-être le common law qui s'impose plus sur la tradition. Oui, puis il y a peut-être le fait aussi que la loi sur l'instruction publique, c'est une loi qui a un certain âge, qui a aussi un certain degré de complexité. Alors, jouer dans une loi aussi complexe, aussi ancienne, bon, c'est peut-être pas non plus une tâche facile.
Marc Chevrier, au Québec, on a toujours disons, une vision assez unidirectionnelle du phénomène religieux et de ce qu'on met sous le terme religion. Le terme religion signifie, bon, dans la culture mainstream, là, signifie un peu ces systèmes organisés de croyances et les fidèles qui sont réunis sous cette organisation-là. Mais on pourrait penser avoir une autre vision plus large qui inclurait d'autres phénomènes dans cette question de la religiosité. On pourrait penser, et même certains commentateurs utilisent souvent ce langage religieux pour parler des différentes idéologies et de leurs adeptes. Est-ce qu'on inclut ces différentes idéologies et les différents mouvements parfois sectaires même qui naissent autour de ces mêmes idéologies-là? Est-ce que celles-ci sont touchés par cette loi sur la laïcité? Mais justement, dans mon texte, je relève une déclaration faite par le ministre Drainville lors de la conférence de presse qu'il a tenue pour présenter son projet de loi. Alors, je peux le citer, c'est pas très long. Il dit « Parce que l'école québécoise est laïque, elle doit être un lieu à l'abri des influences idéologiques ou religieuses. Un lieu où la liberté de penser, la liberté de conscience des élèves doit être respectée. » Or, moi, ce que je constate, c'est qu'en fait, on pourrait dire qu'au Québec, la conception de la laïcité qui prévaut, c'est qu'il faut préserver l'état de toutes les religions, mais pas nécessairement des idéologies. Parce qu'on ne fait pas la distinction, ou on ne se pose pas trop la question si les idéologies peuvent par ailleurs, exercer des influences aussi néfastes, sinon plus néfastes que certaines influences religieuses. Et je vous ferai remarquer, par exemple, qu'il y a un pays, la Belgique, qui interdit, par exemple, dans les écoles ou certaines fonctions publiques, non pas les signes religieux, mais les signes convictionnels. Alors, là-bas, les signes convictionnels, ça inclut les signes politiques ou idéologiques ou philosophiques. Et bien sûr, religieux. Par exemple, au Québec, symbole de ce type, on pourrait penser au carré rouge. Là, je remonte loin dans le temps, là, mais le carré rouge serait, entre guillemets, interdit en Belgique. Oui. Par exemple, on interdit un signe religieux, mais un enseignant qui porte un T-shirt avec un slogan. Ou alors, je ne sais pas, moi, si dans la société civile, le fait de porter un foulard mauve vient signifier une idéologie précise, est-ce qu'un enseignant peut arborer ce foulard en classe? Et donc, c'était des exemples. Mais voilà. Et je remarque que les fonctionnaires qui ont fait l'enquête sur les événements survenus dans l'école Bedford, ce rapport avait été commandé par les ministres Drainville et Jean-François Roberge. Et dans ce rapport, ils ont observé qu'il y avait une espèce d'emprise idéologique qui exerçait son influence dans plusieurs écoles du Québec et dont devaient tenir compte les gestionnaires. Alors, j'ai trouvé ça intéressant comme conclusion faite par ces fonctionnaires dans leur rapport, mais ça n'a pas eu de suite. Nous verrons. Nous pourrons voir dans les prochaines années, justement, si cette vision de l'idéologie et de son emprise sur les différentes consciences peut éventuellement être, elle aussi, disons, pris avec plus de sévérité. Marc Chevrier. Donc, on va suivre un peu le traitement de ce projet de loi 94 qui va peut-être être adopté. Qu'est-ce qui est, selon vous, là, est-ce que ça va avoir lieu et à quoi on peut s'attendre à ce niveau-là? Ben, écoutez, il faut savoir que comme l'Assemblée nationale a été prorogée par le premier ministre François Legault, ça a comme conséquence sur le plan de la technique parlementaire que tous les projets de loi qui avaient été étudiés mais non adoptés par l'Assemblée, suspendus,
sont morts au feuilleton. Donc, techniquement, le projet de loi de 1994 est mort au feuilleton. Donc. Cependant, dans la tradition parlementaire, le gouvernement, lorsqu'il reprend les travaux après la prorogation, a la faculté, en faisant adopter une motion spéciale, de faire renaître tous les projets de loi tels qu'ils se trouvaient lors du moment de la suspension des travaux. Et donc, on verra si le gouvernement le fera renaître. L'autre possibilité aussi, c'est qu'ils ne renaissent pas comme tels, mais la nouvelle ministre de l'Éducation, Sonia Lebel, il est possible qu'elle dépose autre chose ou quelque chose de similaire au projet de loi 94. Ça reste à voir. Donc, pour l'instant, mon texte est un commentaire d'un projet de loi qui est mort au feuilleton, mais qui peut renaître sous une forme ou une autre. Et donc, c'est un débat à suivre. Et on peut penser que éventuellement, si on considère que les idéologies, elles aussi, peuvent être des véritables religions, même sectes, on peut penser que Bernard Drainville aura du pain sur la planche pour la laïcité dans le ministère de l'Environnement, avec l'importance que prend pour certains cet enjeu qui est quand même important, mais qui peut faire l'objet aussi d'emprise idéologique. Marc Chevrier, je rappelle que vous êtes professeur de sciences politiques au sein de l'Université du Québec, auteur de nombreux ouvrages. Je note en passant Les religions auprès de la cité, le droit politique de la laïcité, publié aux éditions Mediapol. Et vous aviez écrit un beau texte dans l'Agora, agora.qc.ca, intitulé « La nouvelle charte des valeurs de M. Drainville » et qui résume bien un peu la discussion que nous venons d'avoir. Alors, c'était vraiment un plaisir de vous avoir. Et merci et au plaisir de vous parler de nouveau durant cette nouvelle saison du Libre Podcast. Ah oui, bien, merci beaucoup de l'invitation et de l'échange. Voilà, c'est tout pour le balado de cette semaine. N'hésitez pas à nous donner vos commentaires ou une note sur les différentes plateformes de balado-diffusion. Cela nous aide beaucoup à faire connaître et rayonner le podcast. Vous êtes également invité à nous rendre visite au libre-media.com et à vous abonner pour la modique somme de 4 $ par mois, ce qui vous donne, entre autres choses, un accès illimité à tous nos contenus. Vous pouvez également nous suivre sur X, TikTok ou si vous êtes à l'extérieur du Canada, ce pays libre et démocratique. Vous pouvez nous rejoindre par l'ensemble des plateformes du groupe Meta. À vous tous et toutes, merci d'avoir été des nôtres et revenez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode du Libre Podcast.